François Bayrou, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois en 3 ans que nous nous retrouvons pour un face-à-face de près ou plus de 2 heures. La première fois, ce fut dans le cadre du Politique Show, lors de la précédente élection présidentielle. Cette fois-ci, c'est dans un contexte sensiblement différent. Les questions que je vais vous poser ont été pour la plupart d'entre elles proposées et publiées par les internautes sur lesdémocrates.fr. Tous ont pu librement vous interroger et voter pour les questions posées par d'autres citoyens. Je ne suis pas journaliste ni militant, et bien que travaillant avec vous sur la conception et l'animation du média social Les Démocrates, c'est en toute liberté que je serai ici le porte-voix de ceux qui ont souhaité vous entendre, un porte-voix subjectif, forcément subjectif. Comme lors de notre précédent entretien, je vous invite à me couper ou à me reprendre autant de fois qu'il le faudra. Je le ferai. Et je tâcherai d'en faire de même. Avant de commencer cet entretien, je souhaiterais que nous arrêtions un instant sur une actualité qui est la vôtre. Je fais référence à la sortie aujourd'hui d'un ouvrage que l'Express, Le Point, Libération ou Le Parisien notamment annoncé comme important. Celui-ci, votre dernier livre à ce jour, est intitulé « Abus de pouvoir ». De quel pouvoir abuse selon vous celui visé par ces mots? De quelle façon? Et peut-on imaginer, après son mandat, revenir à une présidence moins agitée ou omniprésente, en tout cas plus respectueuse des corps intermédiaires? La première réflexion dont je pars, c'est une réflexion que j'imagine vous avez souvent partagée. Il y a des millions de personnes en France qui sont très inquiètes, troublées par la manière dont on les gouverne, dont on gouverne le pays, à la fois par la manière d'exercer le pouvoir et par la direction que suit ce pouvoir. Mais il leur est très difficile, ils n'arrivent pas à saisir, à arrêter, pour le nommer, pour l'identifier, les éléments qui les inquiètent. Ils n'arrivent pas à dévoiler, analyser, nommer. Et ce que j'ai voulu faire, parce que je crois que c'est important et grave pour la France, c'est précisément mettre le doigt sur leur inquiétude. Qu'est-ce qui se passe qui vaut inquiétude? Alors, ma réponse, elle est en 3 temps principaux. Premièrement, vous me demandiez de quel pouvoir le pouvoir abuse. Je dis, le pouvoir abuse de tous les pouvoirs. Sur 3 chapitres principaux. Le premier, c'est la démocratie, avec la plus incroyable concentration des pouvoirs qui ait jamais eu sous la Ve République, avec un Parlement maltraité à chaque instant, avec un gouvernement effacé. Personne ne se souvient plus qu'il y a des ministres, ni même un chef du gouvernement, un Premier ministre en France. On ne les entend pas, on ne les voit pas, et même leur travail n'est pas pris en considération. Ils sont pour la plupart en partance. Alors les uns, on les envoie au Parlement européen qui sert de, comment on peut dire ça, de voie de garage, ce qui est une pitié pour la politique et pour le Parlement européen. Les autres, on les promet à une disparition rapide. Les troisièmes, ils voudraient avoir le poste que les précédents vont abandonner. Enfin, tout ça est très, très frappant. Selon moi, même la fonction présidentielle est mise en cause, parce que faire de la fonction présidentielle une fonction de président, une fonction de parti, partisane, par exemple que le président participe au congrès, où réunissent les bureaux officiellement de son parti, c'est un manquement grave, parce que le pays a besoin d'un lieu de recours, d'un lieu où tout le monde puisse se retrouver, majorité et opposition. Et cette fonction en France, c'est celle de président de la République. Et puis les médias sont, comme vous le savez, pris dans un réseau très serré et très lourd de concentration capitaliste, en tout cas. Puis la justice est menacée elle-même d'être prise en main par le pouvoir, puisque la suppression du juge d'instruction, ça voudrait dire, si ça intervient, qu'il n'y a plus d'enquête libre, que l'enquête est mise sous l'autorité du pouvoir, direct, hiérarchique. Et tout ça, mais ça fait un faisceau d'irrespect de la démocratie qui est inacceptable. C'est le premier abus de pouvoir.
deuxième abus de pouvoir, pour moi, il est plus profond encore, c'est que on a décidé, ou enfin l'action du gouvernement, les choix du pouvoir actuel, c'est de donner à la France un modèle de société qui est le contraire du sien. Alors comme on a le temps, on va faire un peu d'histoire ici, en tout cas ce que je ressens. Dans la globalisation, dans la mondialisation, il y a deux projets de société qui sont en confrontation. Le premier projet de société, que j'ai appelé pendant ma campagne le modèle américain, c'était une manière rapide de parler, parce que les Américains sont pour rien dans tout ça, ils le subissent. Le modèle américain, c'est un modèle profondément inégalitaire. Et nous, Français, Européens un peu, mais spécialement Français, nous avions construit un modèle solidaire. Et ces deux modèles, c'est une confrontation historique formidable quand on le regarde à l'échelle du temps. Pourquoi? Parce que depuis 150 ans à peu près, l'Occident tout entier, et vous voyez, ça oblige à reculer la lunette, hein, l'Occident tout entier a vécu avec une idée dominante, organisatrice. Cette idée, c'était que le progrès allait peu à peu réduire les inégalités. Et ça s'est passé comme ça. Et tout le monde pensait ça. Différemment, parce que les uns pensaient que c'est le marché qui allait réduire les inégalités, les autres pensaient que c'est l'État qui allait réduire les inégalités, les troisièmes pensaient que c'était la démocratie qui allait réduire les inégalités. Même à Moscou, on pensait qu'on allait réduire les inégalités par la dictature du prolétariat. Mais tout l'Occident pensait que la fonction du progrès était de réduire les inégalités. Et tout d'un coup, il y a eu un basculement. En politique, c'est la période Thatcher-Reagan. Mais ça a été préparé en philosophie avant par des gens extraordinairement brillants, des Hayek, des Friedman, des gens comme ça, qui ont renversé cette proposition. Et ils ont dit, le temps n'est plus que le progrès réduise les inégalités, le temps est que les inégalités dynamisent le progrès. Au lieu de considérer les inégalités comme quelque chose qu'il fallait réduire, ils ont dit les inégalités, il faut non seulement les accepter, mais probablement les rechercher. Parce que si vous ne considérez que l'économie, la production, la consommation, alors vous voyez bien que ça crée des déséquilibres dans la société et que ces déséquilibres font bouger les choses. Ce que j'appelle le modèle inégalitaire, que j'ai appelé ailleurs le modèle des inégalités croissantes. Et ça n'a pas raté, parce que ça a réellement cru les inégalités. Aux États-Unis, de manière extraordinairement sensible, chez nous, il suffit de regarder à l'intérieur des entreprises les différences de revenus entre le sommet et la base, croissance des inégalités. Or, ce modèle-là, la France l'a toujours refusé. La France, tout au long de son histoire, s'est battue non pas pour l'inégalité, mais pour l'égalité. On en a même fait le cœur de la devise. Liberté, égalité, fraternité. Et ce que j'explique dans mon livre, selon moi, cette devise n'est pas une collection, liberté, plus égalité, plus fraternité, c'est une dynamique. La liberté mène à l'égalité qui mène à la fraternité. Il y a une dynamique dans cette devise. Intéressant de réfléchir à des choses comme ça, ils ne sont pas le lot commun de la réflexion politique.